Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le chapitre 11 concernant le son. Et donc c'est parti, on va voir donc différentes choses par rapport au son. Et là on commence avec tout simplement ce que c'est qu'un signal sonore. Donc les ondes sonores sont produites par un objet qui vibre, cet objet transmet sa vibration à un milieu matériel, solide, liquide ou gazeux, en faisant vibrer les constituants microscopiques de ce milieu, atomes ou molécules. De plus, on peut améliorer cette propagation en utilisant une caisse de résonance, donc c'est ce que vous connaissez sans doute. Un diapason ici qu'on met sur une caisse en bois comme ça, on tape dedans et ça résonne. C'est le principe de pas mal d'instruments de musique, guitare, etc. Qu'est-ce que ça donne en animation? Ça donne ceci. Ça c'est donc un haut-parleur. Et voilà, vous voyez, vous avez donc de l'air devant ce haut-parleur. Et bien en fait, vous voyez, une particule à un instant donné avance et recule, comme ça, mais ne se déplace pas sur plusieurs mètres. D'accord? Elle avance, elle avance, elle recule, etc. Et donc, c'est ce que je vous disais bien ici, hein. Cet objet transmet sa vibration à un milieu matériel. Ça peut être un solide, ça peut être un liquide ou un gaz. En tous les cas, quelque chose qui va vibrer. Justement, vous voyez vibrer les constituants microscopiques, atomes ou molécules. Et conséquence, du coup, dans le vide, dans l'espace, il n'y a pas de milieu matériel pour faire propager ces ondes. D'accord? Il n'y a ni solide, ni liquide, ni gaz. Et donc, vous notez tout de suite là, ainsi, il n'y a pas de son dans l'espace. Donc ces ondes ne peuvent pas se propager dans le vide. Deux points, ainsi, il n'y a pas de son dans l'espace. Alors à chaque fois vous faites pause et puis vous notez éventuellement. Moi je vais aller assez vite quand il faudra que vous notiez. Donc par exemple dans les films comme Star Wars, on entend des explosions dans l'espace, mais ça c'est pas conforme à la réalité. Alors bien sûr c'est plus impressionnant au cinéma, mais c'est pas conforme. Dans d'autres films, par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace ou Gravity, ou encore Interstellar, je vais vous faire voir une scène juste après, eh bien il n'y a pas de son lors d'une explosion. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est une scène où il est dans un sas, voilà, je vous laisse écouter. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de son dans l'espace là. Je fais pause, hein, et je reviens sur le cours. Il n'y a pas de son dans l'espace puisque dans cette scène, vous l'avez bien vu, donc ils parlent quand ils sont en train de parler, il y a de l'air forcément dans leur casque. Mais au moment là où le sas s'ouvre, tout l'air qui était dans le vaisseau s'échappe, il n'y a plus d'air du coup, et il y a une explosion. Voilà comment on pourrait voir en vrai s'il y avait une explosion dans un vaisseau, voilà ce que ça ferait en fait. On voit l'explosion, mais on ne l'entend pas puisque il n'y a rien pour propager le son. Ce qui est assez bizarre pour nous, mais pourtant c'est comme ça que ça se passerait. Alors au passage, vous voyez que la lumière peut se propager dans le vide, puisque du coup on la voit avec nos yeux, et donc la lumière n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager. On verra ça plus tard. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on note? Que ce son, il se propage à une certaine vitesse qui est à connaître. Cette vitesse, c'est 340 mètres par seconde. Rappelez-vous, la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc le son est beaucoup, beaucoup plus lent que la lumière. Alors, vous pouvez le mettre en remarque en dessous, là, vous pouvez mettre entre parenthèses, beaucoup plus lent que la lumière. 300 000 km par seconde pour la lumière, alors que le son, c'est 340 mètres par seconde. C'est vraiment pas grand-chose. Et je vous ai mis un petit schéma ici, là. Lorsqu'un avion, lui, dépasse le mur du son, donc ça veut dire qu'il va à plus que 340 mètres par seconde, ça fait une onde de choc, ça fait un gros boom. Et voilà, alors il se passe des choses au niveau de la condensation de l'air et tout. Mais c'est qu'au moment où on entend cette onde de choc, il se déplace à plus que 340 mètres par seconde, c'est-à-dire à plus que la vitesse du son. Ensuite, caractéristiques d'un signal périodique. Alors ça, ce sont des choses que vous avez pu faire éventuellement en troisième. Et on va devoir du coup revenir sur des généralités sur ce qu'on appelle un signal périodique. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un intervalle de temps régulier. Quelques exemples, la rotation de la Terre sur elle-même, donc ça vous pouvez le noter, vous notez ça. Ça se fait en 24 heures, vous êtes d'accord? En 24 heures, la Terre fait un tour sur elle-même. Ou aussi la rotation de la Terre autour du Soleil. Ça se fait en un an. Etc. etc. Ce qu'il faut pour un phénomène périodique, c'est simplement qu'il soit identique à lui-même
et que ça se fasse au bout d'un intervalle de temps régulier, donc toujours le même temps. Eh bien, la période, donc ça vous allez noter après, hein, la période de symbole grand T est la plus petite durée pour qu'un phénomène se répète identique à lui-même. T s'exprime en secondes. Donc vous notez ça, hein, la plus petite durée pour qu'un phénomène se répète identique à lui-même. Ça sera une définition à connaître. Vous pouvez le mettre, un petit cœur à côté, c'est à connaître. Et ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le motif élémentaire. Alors regardez, je vais zoomer même. Ici, vous avez ce qu'on appelle un électrocardiogramme, vous voyez. Eh bien, cet électrocardiogramme, c'est des choses qui se passent au niveau du cœur, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des choses de manière périodique, vous savez bien qu'un battement de cœur, ça se répète toujours identique à lui-même à intervalles de temps réguliers, quand on fait de sport et tout ça, hein, mais bref, c'est régulier. Et l'idée là, c'est de trouver ce qu'on appelle le motif élémentaire. C'est quoi ce motif élémentaire? Ça va être la plus petite zone là qu'on va définir sur le schéma, pour que, en faisant copier-coller sur cette zone, je puisse retrouver tout le signal ensuite. Alors, vous voyez par exemple si je prends de là à là, si je prends juste ce truc là, là si je fais copier ce bout de truc là, tout ça, coller, je vais me retrouver avec plein de pics après. Donc ça marche pas, je fais pas du tout le bon signal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, je peux prendre de là, la petite bosse ici, je surligne, donc là oui c'est surligné en bleu, vous surlignez tout ça, tac tac tac, et vous vous arrêtez là, ici. Comme ça vous êtes d'accord, si là je fais copier-coller, donc de là exactement à là, je fais copier tout ça, je colle, et paf, je me retrouve exactement avec le même signal ici, puis avec le même signal, etc. Alors donc vous pouvez le faire, hein, vous surlignez de là jusque là, et sur le schéma du bas c'est pareil, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas obligé de prendre ce petit pic. Regardez là, j'ai pris tout en haut. Vous voyez de là tout en haut à là tout en haut. J'aurais pu prendre du bas au bas, etc. En tous les cas, on voit bien que là, en surlignant tout ça, comme ça, si je fais copier-coller, je vais retrouver tout le signal. Voilà, et donc là-dessus, on peut lire la période. Alors j'ai oublié de le mettre sur mon schéma, mais vous voyez par exemple là du pic au pic, là, vous tracez un trait et puis vous mettez grand T, comme dans la définition, là, grand T. Une période, ça va être de là à là. Voilà, on peut le faire aussi pour ce qu'on appelle un signal sinusoïdal. Alors, sinusoïdal, c'est un truc comme ça, vous voyez, c'est une vague en gros. Et ce que je veux, c'est trouver la plus petite zone pour pouvoir faire copier-coller. Alors, si je fais, par exemple, cette zone-là et que je m'arrête là, vous voyez, ça va pas marcher. Si je fais ça, ça va faire un truc comme ça, tac, tac. Donc, je ne veux pas avoir la partie haute du signal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je surligne tout ça, hein. Là, je remonte, et vous voyez, là, hop, je m'arrête là. Donc, on surligne jusque-là, c'est déjà surligné en rouge, là, hein. Et, vous voyez, là, c'est en train de descendre, il faut bien reprendre au moment où ça descend aussi. Donc si je fais copier tout ça, coller, tac, 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 et là c'est bon, je vais pouvoir retrouver mon signal. Ok, ça ce sera à savoir faire, on le refera en exercice, c'est déterminer un motif élémentaire. Alors maintenant, plutôt que de parler de période, on peut aussi parler parfois de fréquence. Alors la fréquence, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les hertz. Par exemple les écrans, vous avez peut-être déjà vu qu'ils sont en 60 Hz, ou sinon dans les jeux vidéo les FPS, 60 FPS. Ça veut dire frame per seconde. C'est le nombre d'images par seconde. Et donc, en fait, la fréquence a une définition physique qui est le nombre de fois qu'un phénomène se répète en une seconde et elle s'exprime en hertz. Donc, vous notez ça. Et si par exemple vous avez un écran à 60 Hz, ça veut dire que il vous affiche l'image 60 fois par seconde. Et donc elle est rafraîchie 60 fois par seconde si vous préférez. Donc pour les films, tout ça, c'est quand même mieux. Plus vous avez d'images, plus c'est fluide en fait au niveau de tout ça. Pour la définition, la définition de la fréquence, vous mettez F, c'est 1 sur T. F, la fréquence en Hertz, on l'a déjà dit, hein. Vous pouvez le remettre éventuellement, vous pouvez mettre une petite flèche Hertz, et grand T en secondes. Donc F, c'est l'inverse de la période. Je prends un exemple un peu intuitif. Si vous avez quelque chose qui a une fréquence de 2 Hz, donc 2 Hz, ça veut dire 2 fois par seconde, et du coup, vous êtes d'accord que sa période, c'est 0,5 secondes. Il dure 0,5 secondes.
qui va durer 0,5 secondes, puis une autre fois 0,5 secondes, et donc ça va faire bien 2 fois par seconde. Donc on retrouve ça, comme on a fait pour trouver 0,5, et ben on a fait, euh, plutôt qu'un calcul inverse là, on a fait 1 divisé par 2. Bon, en tous les cas, fréquence et période sont l'inverse, donc f égale 1 sur t. Ça veut dire que t, si je cherche t là, ben ça me fait 1 sur f. D'accord, les deux je peux les échanger, comme ça. Voilà, donc ça aussi c'est à connaître, surtout f égale 1 sur t, on refera des exos là-dessus, mais ça c'est vraiment à connaître. Voilà, pour la suite, c'est parti. On revient au son. Alors, voilà, je décale juste tout ça. Voilà, on revient au son. 3. La perception d'un son. Alors vous avez peut-être déjà entendu que quand on vieillit, on entend un peu moins bien, notamment les sons aigus. Eh bien, ces ondes-là, elles ont une certaine fréquence, donc les ondes sonores, là, elles vont se répéter un certain nombre de fois par seconde. Et il se trouve que nous, ce qu'on entend là, les sons dits par l'être humain, c'est de 20 Hz à 20 000 Hz. Alors je vais vous faire écouter juste après. Mais en dessous 20 Hz, on ne peut pas entendre, personne ne peut entendre, c'est ce qu'on appelle des infrasons. Et au-dessus 20 000 Hz, personne ne peut entendre non plus, ce sont des ultrasons. Alors par contre, vous avez certains animaux qui peuvent entendre aussi bien des ultrasons que des infrasons, mais nous, les êtres humains, on ne peut pas. Donc par exemple, un truc à 40 000 Hz, c'est impossible de l'entendre. Ça veut dire quoi pour par exemple 20 000 Hz? Eh bien ça veut dire que la particule va vibrer 20 000 fois par seconde dans l'air, va faire 20 000 allers-retours par seconde, donc vous voyez c'est très très vite, et notre tympan du coup va vibrer aussi 20 000 fois par seconde. Alors ça on le note, hein. Les sons audibles ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. En vieillissant, on perd de l'audition et on n'entend plus certaines fréquences. Donc par exemple, on n'entend plus que jusqu'à 18 000, puis après que 17 000, etc. Et quand on a 70 ans, on n'entend plus à peu près que vers 10 000 Hz. Alors je vous fais écouter ce que c'est que ce truc. Voilà, alors ça c'est 1000 Hz. Vous voyez que c'est pas du tout agréable, hein. Ensuite, là c'est 5000 Hz. Alors si vous entendez mal, vous pouvez retaper sur YouTube, hein, tout simplement. Vous voyez que c'est très aigu. Et puis 10 000 Hz. Alors je sais pas si vous allez entendre. Normalement on entend quelque chose de très aigu. Et donc je vous conseille, sinon vous le refaites sur votre PC, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez 1000 Hz, 2000 Hz, etc. Vous allez voir que déjà peut-être qu'au-dessus 17 000, 18 000 vous n'allez plus entendre, c'est normal, 20 000 Hz c'est à la naissance. Moi par exemple j'entends plus autour de 17 000 je crois. Et puis quand on est adolescent c'est possible que 18 000, 19 000 déjà on n'entende plus, c'est pas bien grave, hein. C'est tout à fait normal, c'est le tympan ne peut plus vibrer assez vite. Tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un son est grave, plus la fréquence va être basse, et donc sinon plus la fréquence est élevée, plus un son est aigu. Donc ça on le note ici. Plus sa fréquence est élevée et plus il est aigu, hein. Donc plus la hauteur d'un son est grande, en musique en fait on parle plutôt de hauteur, euh, en physique de fréquence, et donc bien plus sa fréquence est élevée et plus il est aigu. Vous avez bien vu que 5000 Hz c'était plus aigu que 1000. A l'inverse, un son grave est associé à une basse fréquence, comme ça on vient de le dire. Et autre chose, alors ça, bon, j'en reparlerai en cours, lorsque l'on joue la même note sur deux instruments différents, ceux-ci ont la même hauteur, donc ils vont avoir la même fréquence fondamentale, on dit, mais des timbres différents. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir reconnaître, en fait, si vous faites un La avec un piano ou une guitare, on va pouvoir reconnaître lequel est un piano, lequel est une guitare. Ils vont avoir la même hauteur, donc ils vont jouer la même fréquence fondamentale, mais c'est au niveau des harmoniques, vous verrez ça plus tard. C'est différent, et donc ils ont des timbres différents. Donc voilà. Niveau et intensité sonore. Alors, vous avez sans doute entendu parler des décibels. Eh bien, c'est ce dont on va parler là dans cette partie. On mesure l'amplitude d'un signal sonore à l'aide de l'intensité sonore I en watts par mètre carré. Plus l'amplitude du signal sonore est grande, plus l'intensité sonore l'est aussi. Donc, vous voyez ici sur ce schéma, vous avez 10-12 watts par mètre carré, et plus le son est fort, plus vous allez aller par exemple vers du 10-4 watts par mètre carré. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ben, c'est un peu compliqué, vous voyez des watts par mètre carré, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc pour le commun des mortels, on a adopté une unité. C'est défini avec un calcul, voilà, très proprement, hein, c'est pas fait n'importe comment. Vous reverrez ça plus tard. Mais on passe de cette intensité sonore à des décibels.
avec un petit calcul de logarithme. Et on va mesurer le niveau d'intensité sonore à l'aide d'un sonomètre. Donc l'appareil qui vous mesure ça, c'est un sonomètre. Vous pouvez vous acheter ça dans le commerce, vous en avez même sur les téléphones, vous avez des applis qui font sonomètre. Et donc vous avez, ben voilà, vous parlez, vous êtes dans une pièce, il va vous dire, ben là il y a 40 décibels, etc. Alors 0 décibel, c'est vraiment le silence absolu, c'est le plus petit son qu'on peut détecter. 30 décibels, bah, c'est une pièce assez calme. Et 70-80, c'est quand vous parlez une conversation à deux personnes. Voilà, vous savez aussi que le son peut avoir des conséquences sur les oreilles, quoi. Enfin, qu'on peut avoir des pertes d'audition. Alors, on va revoir ça un tout petit peu là. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le niveau d'intensité sonore et la durée d'exposition sont élevés, plus les risques d'atteinte de l'audition sont importants. Vous notez ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, par exemple, regardez là, sur ce petit document, 85 décibels, vous pouvez faire ça 8 heures par jour, ça posera pas de problème. Jusqu'à 8 heures par jour, ça va, vous n'allez pas avoir de mal aux oreilles, quoi. Par contre, si vous faites 88 décibels, donc c'est que 3 décibels de plus, là il faut le faire que 4 heures par jour. Sinon, vous allez avoir des dommages qui peuvent être soit réversibles, soit irréversibles à votre audition. Et vous voyez, plus on monte en décibels, moins on peut écouter longtemps. Par exemple, au-dessus de 120 décibels, et ben, au bout de quelques secondes, vous pouvez avoir des dégâts irréversibles sur vos oreilles. Alors 120 décibels, c'est un avion en décollage, hein. Voilà, on n'a pas ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est ce qu'on met ici, hein. Une exposition sonore trop élevée peut avoir des conséquences irréversibles comme une surdité partielle ou totale. Et donc, on note aussi qu'il est important de se protéger les oreilles lors des concerts ou en utilisant des machines bruyantes. Donc dès que vous bricolez, vous tapez avec des marteaux, etc. Il faut mettre des boules qui ou un casque anti-bruit, etc. Puisque ce dont il faut prendre conscience, c'est que si vous avez mal aux oreilles, hein, ça peut être soit réversible, dans la plupart des cas, voilà, vous avez juste écouté un petit peu trop fort de la musique, mais si vous le faites vraiment tous les jours, ou si vous manipulez un marteau-piqueur tous les jours et que vous ne mettez pas de casque, eh bien vous perdez de l'audition irréversiblement. C'est-à-dire que vraiment vous n'entendez plus d'une part certaines fréquences, mais aussi vous perdez en volume, quoi. Vous entendez, quand les gens vous parlent, vous entendez beaucoup moins. Donc c'est quand même important, hein, de se protéger pour préserver au maximum son audition. Voilà pour ce cours.